Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier numéro de E24 News, l'hebdo, le seul rendez-vous qui vous permet de comprendre l'actualité des 7 derniers jours sans avoir eu le temps de la suivre. Nous serons là pour vous chaque semaine avec des reportages, des analyses, des débats, des interviews et des invités pour assurer la séance de l'info. Au programme, aujourd'hui, retour sur la haine entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pour comprendre cette guerre entre sunnites et chiites. Le caricaturiste Plantu sera notre invité. Il nous dira comment les attentats de Charlie Hebdo ont changé sa vie et son travail. Et enfin, après le journal, en deuxième partie d'émission, nous reviendrons en images sur 20 ans de terrorisme en France depuis 1995. Le spécialiste de l'antiterrorisme Eli Kermon et l'ex-ambassadeur d'Israël Avi Pazner seront sur ce plateau pour parler de la résilience des sociétés occidentales face à la menace et les manières de lutter. E24 News, l'hebdo premier numéro. On commence. Et on ouvre cette première émission avec cette question: pourquoi l'Iran et l'Arabie Saoudite se haïssent à ce point? Vous l'avez sûrement vu la semaine dernière, l'affrontement entre les deux pays a franchi un nouveau cap. Pour comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours, on regarde ce sujet signé Solal Azerwal. C'est la séquence rembibonnage de l'hebdo. Dimanche 3 janvier 2016, l'Arabie Saoudite rompt ses liens diplomatiques avec l'Iran. Suite à l'incendie et au sac de son ambassade à Téhéran, Riyad rappelle son ambassadeur. Ce clash diplomatique n'est pas le premier entre les deux pays. Entre 88 et 91, leurs relations diplomatiques étaient rompues, suite à l'incident d'août 1987. Dans les rues de la Mecque, plusieurs centaines de pèlerins iraniens manifestent en faveur de l'ayatollah Khomeini. Un rassemblement réprimé par les forces de l'ordre saoudiennes. Bilan, 402 morts dont 275 Iraniens et des milliers de blessés. Suite à cet incident, la rupture des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite se prolonge jusqu'en 1991. Et malgré la visite historique en mai 1999 du président iranien Mohamed Khatamani, les relations entre les deux grandes puissances régionales restent électriques. En 2003, les cartes sont rebattues par l'intervention américaine en Irak. Saddam Hussein est renversé et la minorité chiite, proche de l'Iran, prend le pouvoir en Irak. L'Arabie Saoudite s'inquiète du croissant chiite qui s'étend désormais de l'Iran au Liban, en passant par l'Irak et la Syrie. Mars 2011, les télégrammes Wikileaks révèlent la position de Riyad envers Téhéran. Influencé par les États-Unis, le printemps arabe et le programme nucléaire iranien, le roi saoudien Abdallah durcit sa ligne vis-à-vis de l'Iran. En octobre 2012, le conflit syrien ravive les tensions. L'Iran vient en aide à Bachar el-Assad. L'Arabie Saoudite soutient les rebelles syriens. Chacun joue selon son intérêt. Riyad accuse Bachar el-Assad de génocide et l'Iran d'ingérence, tandis que Téhéran accuse Riyad de soutenir le terrorisme. Le 2 janvier 2016, l'exécution en Arabie Saoudite d'un cheikh chiite exacerbe les tensions. Téhéran promet que Riyad paiera un prix élevé. Les monarchies sunnites soutiennent l'Arabie Saoudite. Les pays chiites manifestent avec l'Iran. Voilà donc pour ce sujet signé Solal Azerwal. On reste au Proche-Orient. La semaine qui s'est écoulée a été marquée en Israël par une gigantesque chasse à l'homme dans tout le pays pendant 8 jours pour retrouver le terroriste qui a ouvert le feu contre des bars de Tel Aviv rue Dizengoff en faisant 2 morts. La traque s'est achevée par l'élimination de l'homme dans la région de Haïfa. La police israélienne a retrouvé sa trace en analysant son ADN dans des mégots de cigarettes et dans ses excréments. Les explications de Maxime Pérez. Des hommes en colère crient vengeance contre Israël. Quelques instants plus tôt, c'est dans ce repère de la localité d'Arara, dans le nord du pays, que Nachat Melchet était abattu par des unités spéciales de la police. Le tueur de Tel Aviv est mort les armes à la main, avec son Falcon de fabrication italienne, le même fusil utilisé lors de l'attentat de la rue Dizengoff. En début d'après-midi, on a vu que beaucoup de forces de police étaient arrivées à Harara. Les habitants ont reçu l'ordre de rester chez eux et de ne pas sortir. On savait qu'ils étaient là pour effectuer des recherches pour retrouver Nachat Melchim. Nous n'avons pas réussi à avoir grand-chose, mais vers les 15h, 15h30, nous avons entendu plusieurs tirs. Son élimination met fin à une traque d'une semaine qui aura mis en alerte l'ensemble des forces de sécurité israéliennes, alimentant aussi la psychose au sein d'une population craignant à tout instant un acte de récidive. Prudence néanmoins des autorités israéliennes, Nachat Melchet n'a pas agi seul. Au cours de l'opération menée vendredi après-midi,
5 autres hommes, présentés comme de possibles complices, ont été appréhendés. Pour Israël, l'affaire est désormais close. Pas pour le Hamas, qui promet que le dernier mot n'a pas encore été dit. Voilà, et notez que des doutes persistent quant à l'implication des membres de sa famille. Le père et le frère du terroriste ont été relâchés de garde à vue, mais leur rôle dans cet attentat est encore à préciser. Quoi qu'il en soit, l'élimination de cet homme a permis à toute la région de Tel Aviv de souffler et de reprendre son quotidien, puisque vous l'avez entendu dans ce sujet, beaucoup craignaient d'envoyer leurs enfants à l'école ou de sortir dans les cafés par peur qu'ils puissent commettre une nouvelle attaque. Ça n'a donc pas été le cas. Voilà pour l'actu au Proche-Orient. On en vient à présent à la France. Ce début d'année 2016 était avant tout l'occasion pour la nation de rendre hommage aux victimes des attentats de janvier 2015. Alors, on va longuement y revenir dans la seconde partie de cette émission. En attendant, je voudrais que l'on s'arrête sur la question de la liberté d'expression avec le caricaturiste plantu du journal Le Monde qui est avec nous depuis Paris. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, qu'est-ce que les attentats de Charlie Hebdo ont changé dans votre travail ? Ma vie privée, elle a un petit peu changé parce qu'il y a quand même un problème de sécurité qui est assez sérieux. Et pour les dessins, non. Je fais les dessins comme il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire toutes les atteintes aux droits de l'homme. Et donc, ce qui est important, c'est quand il y a des fondamentalismes qui s'installent et qui font du tort aux droits des hommes, aux droits des femmes, aux droits des filles, je pense aux mutilations sexuelles par exemple, mon boulot, c'est de faire les dessins. Je me fous de savoir s'il y a une religion ou pas. Je fais mes dessins parce que ce sont des atteintes aux droits de l'homme. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Alors, vous parlez des lecteurs, mais est-ce que vous avez la sensation qu'aujourd'hui il y a une pression différente sur les caricaturistes, peut-être une attente différente dans cette période trouble de la part des lecteurs ? Alors oui, alors vous avez raison, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi depuis une semaine, je suis énormément dans les écoles, et d'ailleurs des fois je demande à Kishka de Jérusalem ou à Khalil Abou Rafeh de Jérusalem-Est, palestinien, de venir avec nous à Marseille, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, pour aller dans les écoles. Et je pense que la vraie raison impérative et essentielle et urgente, c'est aller dans les écoles, et c'est là qu'on entend la montée terrible des intolérances, la montée de l'islamophobie que je ressens en France, la montée de l'antisémitisme que je ressens en France. Et quand on y va, là il n'y a pas longtemps on était avec Isel, qui est un dessinateur turc juif, avec Nidal, qui est un dessinateur musulman tunisien. C'était génial parce que en fait c'est là où on s'aperçoit que là où d'autres essayent de faire des fractures entre notre culture et d'autres cultures, nous, les dessinateurs de Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, on fait des ponts. Et c'est notre vrai boulot, c'est de prendre des crayons pour faire des ponts. Alors, vous parlez de ponts, mais comment est-ce que vous arrivez à caricaturer, à dessiner, à redonner le sourire finalement, quand l'actualité est aussi grave que celle de 2015 par exemple ? Oh, faut pas se prendre trop... Évidemment que l'actualité est grave. Quand je fais ce dessin-là, au lendemain... Vous connaissez ça par cœur, mais nous, on n'a pas l'habitude d'avoir des horreurs comme le vendredi 13. Bon, je fais un dessin où j'essaye de mettre un peu de gaieté en reprenant l'image de la maison du Bataclan, du music hall. Et puis, je prends ce saxophoniste qui essaye avec ses notes de musique de faire... aller revivre les gens qui étaient à Paris, au Bataclan ou ailleurs à la terrasse des cafés. Et puis voilà, et puis le mélange des notes de musique qui se mélangent avec la tête des pauvres petits personnages qui sont quelque part dans les nuages. Voilà, ça c'est le boulot du dessinateur de presse. Ou par exemple, Israël-Palestine, bon là, je reprends un proverbe arabe qui est génial. Les balançoires les plus solides sont celles qui sont accrochées aux étoiles. Et donc du coup, voilà, j'ai fait une aquarelle. Et puis c'est comme ça qu'on fait un dessin. C'est que du coup, je me dis, je vais l'accrocher aux étoiles. Alors l'étoile de David, c'était facile, mais à la fois, je me suis dit tiens, je vais prendre l'étoile qui est accolée au croissant
par exemple du drapeau tunisien, par exemple, ou turc. Et puis, je me suis dit, tiens, la balançoire, qu'est-ce que je vais mettre dans la balançoire? Et puis, je vais mettre 2 petits jeunes. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais mettre 2 petits jeunes, un Israélien et un petit Palestinien. Et puis, ça fonctionne. Et puis après, je vais dans les écoles, et puis il y a les gamins qui me disent, ah, mais les collines, elles ressemblent beaucoup au Petit Prince de Saint-Exupéry. Et alors, je regarde mon dessin, je dis, ah ben oui, vous avez raison. Et comme ça, on est impressionné. On est toujours impressionné par les dessins des autres. Il faut ressortir les admirations qu'on a eues successivement. Depuis les attentats, qu'est-ce que vous avez le plus entendu de la part de la presse et des lecteurs aussi qui s'adressent à vous tous les jours? Des fois des phrases un peu curieuses du genre le dessin de presse, hein, c'est mort, hein, c'est fini, hein. On fait plus de dessin. Je dis, vous avez pas des enfants qui ont 4, 5 ans, 10 ans, ouais, et qu'est-ce qu'ils font l'après-midi avec les feutres? Ils font des dessins. Ouais. Et quand vous allez place de la République où tout le monde a mis une bougie, des fleurs à côté, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, il y a des dessins. Et donc je sais pas, il y a dans la même journée, on me dit, le dessin c'est mort, et puis finalement on s'aperçoit que tout le monde dessine, parce qu'en fait la vraie spontanéité, quand on veut faire partager une émotion, un deuil, un amour ou une souffrance, c'est le dessin, et ça marche. Très impliqué dans Cartooning for Peace avec Kishka, dont vous avez mentionné le nom tout à l'heure. Et vous êtes aussi le premier à avoir réussi à mettre la signature de Yasser Arafat et Shimon Peres sur un même document. C'était un dessin. Vous pouvez peut-être nous raconter cet épisode? C'était il y a longtemps, hein. C'était il y a presque 24 ans, hein. Et je me souviens qu'à l'époque en Israël, c'était impossible de montrer le drapeau palestinien dans la presse israélienne. Et alors, par cette magie incroyable, puisque moi j'étais à Tunis, hein, moi je vais vous dire, j'avais complètement oublié que Arafat était à Tunis. Eh bien, oui, on a prolongé ce travail qu'on a commencé avec Arafat, c'est vrai. Et puis, on s'est rendu compte que Arafat, il m'a même fait ce dessin que je montre d'ailleurs dans tout le Proche-Orient, où il avait mélangé dans un même dessin l'étoile de David et puis le drapeau, les couleurs du drapeau palestinien. Et puis, je lui ai dit, mais ça va être l'avenir du Proche-Orient? Il me dit, oui, parce que vous avez, en Europe, vous avez l'Union européenne, avec les 28 États. Et un jour, il y aura une union du Proche-Orient, pacifiée, avec des États, la Jordanie, Israël, la Palestine. C'est génial, parce que en fait, je crois qu'il a raison. Hein, je crois que ça va marcher. Et j'ai ce petit bout de séquence qui fait que c'est vrai qu'à l'époque, il n'était pas capable de dire « Ouais, je reconnais le peuple israélien, ouais, je reconnais l'État israélien. » Et puis, qu'est-ce qu'il fait avec mon feutre bleu, avec mon petit stabilo? Il me fait l'étoile de David lui-même. Moi, si je dessine l'étoile de David, ça va. Mais si c'est lui, ça a comme plus de sens. Et lui, qui n'est pas capable de le dire par la parole, il le fait avec ses feutres. Et c'est là que je me suis dit « Oh putain, le dessin il est plus fort que la parole. » Et alors après, je suis allé voir Shimon Peres. Et puis Shimon Peres, il m'a terminé le dessin. Alors j'ai fait du babysitting avec les feutres. Alors on n'était pas dans un parc avec Non, c'était vachement sympa. Et à chaque fois que je vois Shimon Peres, on en reparle encore ensemble. Et c'est vraiment très très touchant. Et je me suis rendu compte que le dessin, vraiment, ça nous dépasse tous. Et d'ailleurs, le premier jour de notre naissance, quand on est né pour l'image. On n'est pas né pour parler en hébreu ou en arabe. On est né pour parler avec des images. Et ça fonctionne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Plantu. Je vous en prie. On marque une pause, dans 2 minutes, un point complet avec l'actualité d'aujourd'hui. Et tout de suite après, ce sera la deuxième partie d'i24 News l'hebdo. On continuera de parler des attentats de janvier 2015 avec notamment la question de la résilience des populations face au terrorisme. Restez avec nous, à tout à l'heure. Merci d'être resté avec nous pour cette seconde partie d'i24 News l'hebdo. Bienvenue si vous nous rejoignez dans quelques instants. Je donnerai la parole à Avi Pazner et Eli Carmon qui sont sur ce plateau pour parler de la guerre contre le terrorisme.
Mais tout d'abord, je voudrais revenir sur ceci. Rien ne peut expliquer que l'on tue à des terrasses et à des cafés. Rien ne peut expliquer que l'on tue dans une salle de concert. Rien ne peut expliquer que l'on tue des journalistes, des caricaturistes qui expriment leur liberté et que l'on tue des policiers qui sont là pour nous protéger. Et rien ne peut expliquer que l'on tue des juifs. Vous l'avez compris, l'hommage de la République devant l'hypercachère se voulait unitaire, sans distinction, en hommage à des victimes toutes mortes à cause d'une même barbarie terroriste, peu importe la date de l'attentat. Cette union de la nation autour des victimes s'est poursuivie jusqu'à la place de la République dimanche matin avec une cérémonie officielle qui a rappelé un petit peu la marche du 11 janvier 2015. Pas sur les boulevards, un dimanche de janvier. J'avais ta main petite dans la mienne recroquevillée. Mais tout ceci ne cache pas un constat parfois douloureux. Les Français n'avaient pas encore compris en janvier 2015 que cette barbarie terroriste les visait toutes et tous, sans distinction. Pourtant, le meurtre de soldats français et les attentats contre l'école juive de Toulouse en 2012 auraient dû signaler le signal d'alarme. Mais ni ces crimes, ni ceux de Charlie Hebdo, ni celui de la policière, ni ceux de l'hypercachère n'ont totalement réveillé les consciences. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à cette époque, les Français ne pensaient pas être la cible du terrorisme aveugle. Ce constat, c'est celui de Christophe Barbier, qui nous le confiait il y a quelques semaines. Non, les Français ont pris la mesure au mois de janvier de la menace qui pèse sur certains. Les dessinateurs de Charlie qui avaient été victimes, bien entendu la communauté juive qui était une cible, mais les Français avaient l'impression que si l'on n'était pas dans les cibles des terroristes, on pouvait passer à travers. Passer à travers, et pourtant les menaces étaient là, en français et à l'adresse des Français. Aujourd'hui, vous mécroyez à ces temps à rite et à toute cette loi que nous a imposé cet temps à rite et à tous ces passeports que nous a imposé cet temps à rite. Nous mécroyons en vous. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont apparues jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Vous nous avez opprimés. Vous avez combattu notre religion. Vous avez insulté notre prophète. Aujourd'hui, nous mécroyons en vous. Nous mécroyons en vos passeports. Et vous, si vous venez ici, nous vous combattrons jusqu'au dernier. Alors bien entendu, qui peut reprocher aux Français de ne pas vouloir vivre au quotidien apeurés par le terrorisme ? Et lorsqu'en novembre, le terrorisme a de nouveau frappé le pays, cette fois sans faire de distinction parmi les Français. Qui n'a pas été ému par cet élan populaire de réappropriation des symboles nationaux ? Qui n'a pas été touché par ces Marseillaises entonnées à travers le monde comme un seul homme dressé face à la haine terroriste ? Mais pour certains, quelque chose sonne faux dans ces cérémonies. Ce quelque chose, c'est l'amertume des familles des victimes face à cette longue liste des noms des personnes tuées en France dans des attentats depuis 2012. Et le temps qu'il aura fallu à la société française pour qu'elle comprenne que les balles qui ont tué les caricaturistes de Charlie Hebdo sont les mêmes que celles qui ont tué des hommes dont le seul crime était d'être juifs, et les mêmes qui ont massacré par dizaines le soir du 13 novembre. Bref, que le terrorisme ne vise pas des personnes pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont. Elie Kamon, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'anti-terrorisme. Avi Pazner, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette première émission. Ancien ambassadeur d'Israël. On va parler du terrorisme. 2015 a été une année maudite pour la France, sanglante même. Les Français ont renoué avec la peur des attentats. Le plan Vigipirate a été élevé à son plus haut niveau. Mais 2015 n'est pas le début du terrorisme dans l'Hexagone. David Gombin rembobine pour nous plus de 2 décennies de terreur. Charlie Hebdo, hypercachère, comment oublier ces heures de massacre ? Pourtant, le terrorisme islamiste, ce n'est pas nouveau dans l'Hexagone. Déjà en 1994, le 24 décembre, la France suit avec attention la prise d'otage du vol Air France 8969. 4 membres du GIA algérien détournent un Airbus 300 censé relier Alger à Paris avec 220 passagers à son bord. Lors d'une escale de ravitaillement à Marseille, le GIGN intervient. L'attaque se solde par la mort des 4 terroristes. Côté passagers, 3 morts et 16 blessés sont à déplorer.
Le 25 juillet 1995, c'est en pleine heure de pointe à la station RER Saint-Michel que détonne une bombe remplie de clous. Avec 8 morts et 117 blessés, la France est profondément choquée et meurtrie. Le responsable de cet attentat revendiqué par le GIA algérien devient l'ennemi numéro 1 en France, Khaled Kelkal. Un an plus tard, le 3 décembre 1996, c'est une autre station de RER qui est touchée. C'est un scénario sensiblement similaire qui s'y déroule. Une bonbonne de gaz explose dans la rame du train en station Port-Royal. Bilan des victimes, 4 morts et 91 blessés. Une nouvelle fois, c'est le GIA algérien qui revendique. La France est sur le pied de guerre et découvre le fameux plan Vigipirate. Alors que le 11 septembre est resté gravé dans les esprits de tous comme une date charnière du terrorisme islamiste et que des grandes capitales européennes comme Londres et Madrid sont frappées par de sanglants attentats, le territoire hexagonal est épargné pendant 15 ans. Épargné, mais pas oublié. C'est en 2012, du 11 au 22 mars, que Mohamed Merah agit d'abord à Montauban, puis à Toulouse. Au cours de 2 événements succincts, il abat 3 militaires français. Le 19 mars, il est 8h du matin et à l'école juive Otsar Torah de Toulouse, les enfants arrivent à l'école. Merah tire à tout va. Au total, 4 morts, dont 3 enfants. Mohamed Merah, lui, sera abattu par des policiers suite à une opération du raid. Et puis, l'année 2015, une année noire pour la France. Le 7 janvier vers 11h30, les frères Kouachi parviennent à pénétrer dans la rédaction de Charlie Hebdo et assassinent 11 personnes, dont 8 membres de la rédaction, puis parviennent à s'enfuir. Parallèlement, Ameti Koulibaly, qui s'est coordonné avec les frères Kouachi, assassine une jeune policière municipale à Montrouge. Le lendemain, simultanément à la prise d'otage de Damartin en Gouel, Koulibaly attaque le magasin Hyper Cacher de Vincennes. Une prise d'otage de plus de 4 heures se solde par le décès de 3 clients et d'un employé. Le 26 janvier 2015, c'est en Isère, à Saint-Quentin-Falavier, que Sefi Gassemi, un livreur travaillant dans une usine chimique, décapite son employeur et envoie des clichés du cadavre entourés du drapeau de Daesh. C'est le 13 novembre 2015 que la France va connaître les attentats les plus meurtriers de son histoire. 130 morts, 350 blessés. Le Bataclan, les abords du Stade de France, les bars du 11e arrondissement. La France déclare l'état d'urgence alors que le groupe État islamique revendique les attentats. En 2015, la France paye un lourd tribut et semble prendre la mesure de la menace du djihadisme global. Elle reste maintenant à déterminer quels moyens va-t-elle mettre en œuvre pour le combattre. Voilà pour ce rembobinage signé David Gombrin. Elie Kermon, est-ce que les cérémonies officielles comme celle qu'on a vue après le Bataclan, comme celle qu'il y a eu samedi soir devant l'Hypercacher ou dimanche matin à la place de la République, ça aide la population à faire face peut-être à la menace ? C'est important sur le plan politique et psychologique, justement, pour montrer que la nation française est unie devant cette menace. Moi, je voudrais commenter sur ce film qu'on a donné qu'il y a eu des attaques de Hezbollah et de l'Iran dans les années 80, 85, 87, 13 attentats. Avant le début du sujet, parce que le sujet commençait à 94. Oui, on oublie que les Iraniens, le Hezbollah, avaient pris en otage des diplomates et des journalistes français au Liban. Et certains ont été assassinés. Et les Palestiniens avant ça, avec Carlos le Fameux, contre la synagogue de rue Copernic ou le restaurant Goldberg dans le Marais. Les racines sont bien plus anciennes. Non seulement cela, mais on a tenté de faire oublier tout ça, toute cette menace terroriste qui est passée. Je voulais dire que le terrorisme global a commencé avec le terrorisme palestinien dans les années 68-69 et a continué avec l'Iran et Hezbollah. Et maintenant, on a le terrorisme sunnite. Mais c'est le même phénomène et c'est les mêmes gens qui tentent d'utiliser, disons, la démocratie pour tenter de la stabiliser. Avez-vous pensé, comme Elie, qu'on a tenté de faire oublier ces attentats des années 80 ? C'est possible, c'est très possible. Et on a aussi tenté de faire oublier quelque chose d'autre. C'est le fil commun qui relie tous ces attentats, qui est l'islam extrémiste, le djihadiste extrémiste. Et en France, il n'est encore pas politiquement correct de parler de terrorisme islamique. Même avec les tragédies qui se sont passées cette dernière année, qui a été vraiment une année pique du terrorisme, on parle du terrorisme comme d'un phénomène plus généralisé. On n'emploie pas les mots, vous voulez dire ? On n'emploie pas les mots. Et tant qu'on n'emploie pas les mots, l'ennemi reste flou. Il faut savoir qui est l'ennemi
pour le combattre. Alors justement, une question, parce que je comprends de vous deux que vous pointez les politiques qui ont tenté de faire oublier les attentats selon vous, qui ne disent pas les bons mots selon vous à vie. Quel est le rôle des politiques? Qu'est-ce qu'ils ont à jouer pour, d'un côté, dire la vérité aux Français et de l'autre, les rassurer? Dire la vérité aux Français, premièrement, pas seulement aux Français, dire la vérité. Et il faut rassurer. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il s'agit d'actes isolés. Nous, en Israël, malheureusement, nous en avons l'expérience. Mais il faut délimiter l'ennemi. Il faut mettre le doigt sur l'ennemi, le combattre comme si c'était la seule chose importante au monde, et en même temps, essayer de maintenir une vie normale en France et partout ailleurs. Et c'est ça le rôle des politiques. Et je crois, si vous me permettez, que maintenant, Hollande et Valls ont compris ce raisonnement. Elie, cet été, les Européens étaient très inquiets de la vague des migrants qui déferlaient sur l'Europe par la Méditerranée. Ils avaient peur que des terroristes de Daesh soient infiltrés. Mais lorsqu'on regarde le profil des terroristes de 2015, ce sont quasiment tous des citoyens européens. Donc la menace, elle est intérieure ou extérieure? Oui, mais ils sont allés, quelqu'un d'eux en Irak et en Syrie, oui. Pour être mais ils sont tous détenteurs de passeports européens. Non, mais on sait maintenant, par exemple, qu'Abdel Salam a été 2 fois en Hongrie et il a eu des contacts avec des personnes qui sont jugées maintenant comme responsables matériels, si vous voulez, des attentats. On ne sait pas encore qui sont. Ils sont plus âgés que ce groupe de djihadistes. Et ils sont entrés... Donc il y a bien une menace de la vague migratoire? Oui, ils sont entrés comme émigrants syriens avec des passeports falsifiés. Et maintenant, les autorités en Belgique, les autorités en Hongrie, en Autriche les cherchent parce qu'eux, ils sont considérés comme impliqués dans ces attentats. Donc on voit que cette vague d'immigration a été utilisée. Et d'ailleurs, ils parlent de cela de 2 façons. C'est-à-dire, l'État islamique dit on va envahir l'Europe avec nos sujets, mais aussi on va utiliser une partie de ces gens comme des gens opérationnels ou des terroristes, si vous voulez, pour des attentats. Avi, vous êtes ancien ambassadeur d'Israël, vous avez un petit peu cité l'exemple israélien. J'entendais les politiques israéliens en janvier 2015 dire peut-être que maintenant la France va comprendre Israël. Est-ce que la France comprend mieux Israël après ces attentats? Je ne suis pas sûr, parce que je ne sais pas pourquoi on fait une différence entre le terrorisme islamiste en France et le terrorisme islamiste en Israël. Est en guerre, alors peut-être les Français ne se sentent pas en guerre. C'est le même phénomène. Les terroristes dernièrement, la plupart d'entre eux en Israël aussi. Je crois que le dernier, on ne sait pas encore tous les détails, mais c'est l'incitation de Daesh, à mon avis. Celui de Tel Aviv. C'est l'incitation, c'est la même chose qu'en France. Mais pour une raison ou pour une autre, on n'a pas encore réussi à comprendre en France, pas seulement en France, en Europe, qu'il s'agit d'un phénomène global et qu'Israël est tout simplement en première ligne, c'est tout. Et qu'on peut prendre exemple d'Israël. Comment Israël combat le terrorisme, je peux dire modestement, avec succès, pour faire la même chose en France. Mais ça, d'abord, il faut comprendre que c'est le même phénomène. Et une question à propos des services de renseignement. Israël a permis à l'Allemagne d'éviter un attentat récemment grâce à des services de renseignement. Israël peut être utile à l'Europe dans cette guerre contre le terrorisme? Mais il y a une coopération très étroite depuis des décennies avec les Européens et bien sûr avec la France. Il y a un problème, par exemple en France, le fait que les politiques ne mettent pas l'accent sur la lutte antiterroriste et ne parlent pas de la lutte des djihadistes, même après les attentats à Madrid en 2004, à Londres en 2005. On voit que maintenant, on a dû... Vous voyez des partenaires européens qui se tournent vers vous, par exemple, dans votre école, là où vous enseignez, et qui viennent s'intéresser à l'expertise israélienne? Bien sûr, nous avons des conférences, une conférence annuelle en septembre, mais aussi des séminaires. Nous avons des briefings pour des diplomates, des briefings pour des gens qui sont des practitioners, des gens des services de sécurité ou des policiers. Et on sait qu'ils viennent ici prendre pas des leçons, mais apprendre des choses qui autrement on ne peut pas les avoir. Par exemple, sur la défense des frontières, les Hongrois et les Bulgares qui maintenant ont des problèmes des migrants, d'une vague qui n'est pas contrôlable, ils voient ce qui s'est passé chez nous avec, par exemple, la frontière égyptienne. Merci beaucoup, Elie. Avant de se quitter, je voudrais qu'on parle de l'homme de la semaine que vous avez choisi, Avi et Elie. C'est le président Obama. Avi, pourquoi? Je vais vous dire une chose. C'est très rare qu'on voit un homme politique pleurer en public. Les hommes ne pleurent pas en général, certainement pas les hommes politiques. Et moi, j'ai toujours beaucoup de choses à reprocher à Obama. Mais cette fois-ci, je crois que ce sont des larmes de sincérité.
pour moi, ça m'a fait l'effet que vraiment, il ressentait ces crimes qui se passent aux États-Unis et il pleurait, je crois, il pleurait par dépit que lui n'a pas pu faire plus pour les empêcher. Elie, cette image d'Obama qui pleure va rester dans l'histoire ? Je ne suis pas sûr que c'est la chose qui va rester du président Obama. On va voir beaucoup plus tard si sa politique, la tentative qu'il a fait d'arriver à une paix ou une solution de certains conflits et qu'il a reçu le prix Nobel avant de faire quelque chose. Seulement dans 10 ou 15 ans, on va savoir ce que vraiment a été sa présidence. Merci beaucoup Elie Caron, merci beaucoup Avi Pazner. C'est la fin de ce premier numéro de I24 News, l'hebdo. Dans un instant, un point complet avec l'actualité. Rendez-vous dimanche prochain.